donne pouvoir, Hugues qui donne pouvoir donc à Anthony Corabov cette fois-ci, Noël qui donne pouvoir à Annie Bollard et Christophe qui donne pouvoir à Franck. Donc secrétaire de séance Nelly, toujours pareil pour des questions de clés, donc c'est Nelly la secrétaire de séance. Et première chose, est-ce que vous avez des remarques sur le procès verbal de la séance du 31 mai 2024 ? Pas de remarques, donc approuvé à l'unanimité. Voilà, donc on va commencer par les ressources humaines. Il y a 2 délibérations. Une première délibération pour la création d'un emploi permanent de gestionnaire comptable pôle moyen ressources. Donc vous savez ou vous ne savez pas que Anne-Françoise, notre agent comptable, va partir en retraite fin décembre. Et elle a, tu me diras si je dis des bêtises, Alexandra, donc elle a des récupérations et elle va partir effectivement de la commune début novembre. Oui. Voilà. Et donc cette délibération, c'est pour une création de poste un tout petit peu avant, mi-octobre, enfin fin octobre, de façon qu'il y ait une dizaine de jours de tuilage. Et ensuite, le nouvel agent prendra son poste novembre-décembre. Et derrière, il faudra retirer le poste d'Anne-Françoise parce qu'ils sont pas sur les mêmes grades. Voilà, donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la vacance d'emploi diffusée auprès du centre de gestion 44 concernant le poste de gestionnaire comptable, considérant le départ à la retraite de l'agent en charge de comptabilité au 1er janvier 2025, considérant la nécessité d'assurer un tuilage de 15 jours, ce sera une dizaine de jours, avant le départ à la retraite de l'agent, considérant l'appel à candidature pour le poste de gestionnaire comptable, considérant la série d'entretiens de recrutement du 24 mai dernier, il est proposé au conseil municipal de créer un poste dans le cadre d'emploi des rédacteurs à temps complet correspondant aux fonctions d'agent comptable, gestionnaire comptable, pour assurer un tuilage, de recruter un nouvel agent sur la base de cadre d'emploi de rédacteur à temps complet à compter du 21 octobre prochain, de modifier le tableau des effectifs de la collectivité en conséquence et de préciser que les crédits nécessaires sont pris au budget de l'exercice 2024 et suivant, et de me charger de faire le nécessaire en ce sens. Est-ce qu'il y a... Oui, Xavier ? Juste une petite question, c'était pour savoir, donc là c'est sur un poste de rédacteur catégorie B. Le poste précédemment était sur quelle catégorie? Aussi rédacteur? Ouais. Donc elle était C jusqu'à présent et elle a changé de grade il y a juste 6 mois pour promotion interne, donc en B. Donc il y aura une rémunération plus forte que ce qu'il y avait précédemment? Alors non, parce que vu l'âge de la personne... Donc une augmentation encore de la masse salariale? Non, la personne est plus jeune. Anne-François, si elle est retraite, elle est en fin de carrière, donc au jour J, on n'a pas plus de masse salariale. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des avis contraires ? Merci à l'unanimité. Création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité à l'école Jules Verne, l'école Saint-Joseph sur le temps méridien. Donc on a pour gérer les enfants au restaurant scolaire, donc il a été vu au niveau de l'organisation de réduire certains horaires afin de certains agents pour créer un poste de façon à libérer Nathalie de la partie cantine, de façon qu'elle n'ait que de la surveillance de l'organisation du service. Donc au niveau comptable, il n'y a aucune augmentation de la masse salariale. Il y a juste un poste en plus, c'est un petit peu, alors pas sur un temps plein bien sûr, et quelques heures en moins sur d'autres agents qui étaient OK pour ce changement de temps, voilà, d'organisation. Oui, Franck, merci. Donc conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Considérant que la présence d'un deuxième agent volant sur le temps méridien est nécessaire afin d'encadrer les enfants de l'école Jules Verne ou de l'école Saint-Joseph sur le temps méridien, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité à temps non complet sur le temps méridien à compter du 2 septembre 2024 au 31 août 2025, de fixer la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint technique premier échelon, indice brut 367, indice majoré 366,
de préciser qu'un régime indemnitaire pourra être attribué dans la limite des crédits de référence inhérents à la délibération relative au RIF 7, dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2024 et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce recrutement. Est-ce qu'il y a des questions? Xavier? Oui, on a déjà voté lors du dernier conseil municipal exactement pour un poste quasi identique, un emploi non permanent. Donc on se demande, on vote à chaque conseil comme ça, pourquoi il n'y a pas de création de poste permanent? Quels sont les besoins réels sur l'école, puisqu'on vote mois après mois sur des postes. Voilà, est-ce qu'il y a réellement une gestion prévisionnelle des effectifs qui est faite, ou est-ce qu'on fera à chaque fois au coup par coup, mois après mois, des votes de création de postes non permanents? Alors, la dernière fois, on a voté une création de poste qui n'était pas une création de poste parce que c'était un contractuel qui passait en poste en mairie. Donc, c'est un contractuel en moins avec un poste créé sur la commune. Donc, c'est pas un poste en plus. Là, c'est vraiment un poste en plus de façon à décharger Nathalie de la partie cuisine pour la surveillance au niveau organisation. Mais il n'y a pas eu de poste. Les créations de postes qui ont été faites, c'est des contractuels en moins. Voilà, donc au niveau de l'organisation, on reste sur le même effectif. En fait, on a vérifié. Il me semblait que c'était aussi un accroissement temporaire. En fait, c'est pour ça que ça nous a surpris qu'on en a eu 2 à suivre. Alors, accroissement temporaire d'activité, c'est ce qu'il y a de noté dans la délibération, mais en fin de compte, c'est des contractuels qui sont titularisés sur ces postes. Voilà. Céline, je ne sais pas s'il y a des choses en plus à rajouter, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a, je ne trouve plus le nom, des abstentions? Merci, vote à l'unanimité. On va passer donc urbanisme, affaires foncières. Délimitation d'un périmètre d'études instaurant un sursis à statuer pour l'opération d'aménagement rue de Bellevue. Donc la rue de Bellevue, si vous avez, on a peut-être déjà parlé, mais au niveau du PLU, on a 2 OAP. Voilà. Il y a une OAP côté est, donc E1, E2, et une OAP côté ouest, donc D. Mais nous, on est là, le sursis, le périmètre d'études, c'est pour E1, E2. Donc je rappelle, au niveau de 1 et 2, il y a un certain nombre de maisons minimum à faire sur ces deux surfaces, ces 2 parcelles, avec E1 en premier et ensuite E2. La partie E1 est quasiment totalement maîtrisée par la commune parce qu'il y a une bande au milieu qui ne nous appartient pas, mais le propriétaire attend qu'on travaille avec lui pour le projet. La parcelle E2 est entièrement maîtrisée par un privé. Donc pour pouvoir avoir une opération d'ensemble et pour que ce soit cohérent par rapport aux souhaits de la commune, et on travaille avec le Loire-Atlantique Développement. On a eu quelques réunions déjà avec le Loire-Atlantique Développement pour voir un peu ce qu'on peut faire sur ces deux surfaces, ces 2 parcelles. On instaure un périmètre de projet sur E1, E2 de façon à ce qu'on pourra faire un sursis à statuer. Alors un sursis à statuer, c'est que si le propriétaire propose un permis d'aménager ou un permis de construire, on pourra le refuser, même si ça correspond au PLU, on met un sursis à statuer. Et donc, dans les 2 ans, on doit répondre. Le sursis à statuer peut durer 2 ans. Et au bout des 2 ans, on doit donner une réponse positive ou négative. S'il n'y a pas de réponse, il peut faire son projet. Donc, c'est une sécurité pour que ça corresponde bien un peu à ce qu'on attend, nous, de la commune sur les deux surfaces. Est-ce que j'étais à peu près clair ? Voilà, donc une OAP avait été définie par le PLU pour encadrer les logements sur les parcelles E1, E2. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain. La délibération portant instauration d'un périmètre d'études cessera de produire son effet si dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, j'espère que ce sera avant 10 ans que ça va sortir ce truc-là quand même, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Considérant qu'il importe que la commune mène une stratégie foncière qui réponde aux enjeux de densification tout en respectant la qualité architecturale et environnementale du site,
considérant que l'instauration d'un périmètre d'étude permettra à la commune d'opposer un sursis à statuer d'une durée maximale de 2 ans aux demandes d'autorisation de travaux, de construction ou d'installation qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre du projet d'aménagement envisagé à l'issue des formalités de publicité prévues à l'article du Code de l'urbanisme. Il est proposé au conseil municipal de délimiter un périmètre d'étude instaurant un sursis à statuer sur les parcelles cadastrées AR 456, AR 457, AR 458, AR 459, AR 1104, AR 1105, AR 1106, AR 1126, AR 1127 et AR 1128, conformément au plan annexé à cette délibération. De m'autoriser à signer tous les documents relatifs à la mise en place d'un sursis à statuer sur ce périmètre et de m'autoriser à réaliser les mesures de publicité prévues par la réglementation en vigueur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci, à l'unanimité. Bertrand, environnement. Patrimoine bâti et naturel. Donc, juste quelques informations concernant les dernières commissions et autres rencontres qu'on a pu faire avec d'autres parties prenantes. Donc, sur l'Atlas de la biodiversité, j'ai une petite diapo derrière. Sur le plan de gestion forestier, j'aurais dû mettre, pas gestion différenciée, pardon. La délibération sur la convention avec Citeo juste derrière. Et puis aussi une information qu'on voulait passer avec Anthony Corbeuf pour la partie Loire et Port. Là, une information qui intéresse les Oudonnais cette année, c'est le plan de rééquilibrage de la Loire. Voilà. Donc voilà, on a, la fois dernière, j'avais proposé que chaque fois, on vous parle un peu de notre atlas de la biodiversité communale pour vérifier comment il avance. Donc depuis la dernière fois, donc il y a eu encore une fois des sorties nature. La semaine dernière, c'était sur les odonates. Les odonates, c'est les libellules. Et puis surtout, au-delà de ces sorties nature, c'est le fait de démultiplier, d'impliquer et de sensibiliser un maximum de publics différents sur la commune, parce que ça concerne tout le monde. Si c'est qu'un petit noyau de personnes, ça ne marchera pas. Et donc, je remercie déjà tous les élus là qui portent ça dans les autres commissions que la commission EPBN. En particulier, deux exemples. Hein. Celui du milieu, c'est en lien avec le service enfance et donc les écoles, à travers la mobilisation des enfants et des parents, et la réalisation qui va avoir lieu d'un cahier, les petits explorateurs de la biodiversité. Donc tout ça, ça va démarrer lors de la campagne prochaine, enfin la rentrée prochaine. Et puis, sur la partie droite, à titre d'exemple, là aussi, c'est plutôt un travail engagé avec les gens de la bibliothèque, notre bibliothécaire, mais aussi les bénévoles. Donc, avec une animation, au moins une, qui aura lieu le samedi 16 novembre, mais c'est tout un processus qui va être mis en place autour de la biodiversité. Et puis, pour redire aussi, par exemple, la semaine prochaine, le CPIE qui encadre notre atlas de la biodiversité interviendra devant Naturoudon lors de leur rencontre. Voilà. Alors peut-être avant de passer à si on peut avancer la diapo, voilà. Juste faire une brève sur le plan de gestion forestier à la Pilardière. Donc la commission EPBN a une première restitution de la part de notre prestataire, du Bonsaï au Séquoia, qui est François Séchel. Donc du coup, on a pu commencer à en débattre, et notamment pour la mise en sécurité des cheminements et donc toute la partie anticipation d'arbres possiblement dangereux et quelle profondeur il faut aller à l'intérieur des bois pour mettre en sécurité ces chemins. Et puis également, donc quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la protection de zones de tranquillité, donc dans lesquelles on éviterait d'aller. Et donc cela suppose en particulier, donc c'est plutôt dans la zone nord-est là, et notamment ça supposera et donc la fermeture au moins d'un chemin qu'on a bien identifié avec la commission et avec François là, et donc on a pu repartager déjà aussi lors de l'assemblée générale de Naturoudon, puisqu'ils sont utilisateurs. Il faudra peut-être voir avec d'autres parties prenantes là aussi, comme les Voyettes. Mais voilà, et puis on s'est posé la question sur un autre chemin, donc plutôt dans la partie basse à l'ouest, là. Il y a deux chemins qui sont parallèles. Là, faut-il garder les deux? Pour l'instant, on n'a pas statué, mais voilà des propositions. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'évolué. On aura une restitution plus
comment dire, complète à la rentrée. Les petites placettes, quand même, juste pour information, c'est intéressant. François Séchet est allé faire des comptages ou des estimations d'arbres. Donc il y a eu 10 placettes de fait, et sur ces 10 placettes, qui sont pas des carrés, qui ont une forme particulière, ils ont compté de manière très précise le nombre d'arbres présents et fait des estimations de bois. Donc total sur la pilardière, estimé pour le coup, à partir de ces 10 placettes, il y aurait 5000 arbres à la pilardière, et à peu près, donc en moyenne, 3 mètres cubes de bois par arbre, ce qui fait donc 3 x 5, 15 000 mètres cubes de bois debout à la pilardière. Voilà. Et puis, avant de passer à la délibération, merci, une brève sur les plans de rééquilibrage de la Loire. Donc, c'est dans le magazine Oudon Mag, vous retrouvez aussi des détails. Il y a un super site internet qui reprend ça en détail. Mais donc, on arrive en dernière année du plan de rééquilibrage de la Loire, enfin pour la partie travaux. Et donc, ça touche spécifiquement le secteur de Oudon. Et donc, il y a à peu près une quinzaine d'ouvrages. Donc, c'est ceux qu'on voit peut-être pas très bien d'ailleurs, plutôt en rouge. Mais alors, on voit beaucoup de noir, mais on voit pas beaucoup de rouge. Mais pourtant, il y en a. Et donc, par exemple, en amont de l'île Macrière, là, vous pouvez voir que les deux, non pas épis, mais chevrettes, sont en rouge. Et donc, les chevrettes, c'est ce qui relie des îles à la berge. Voilà, ces deux-là, merci. Et donc, on peut voir d'autres épis qui vont être soit arasés, soit rabotés, c'est-à-dire raccourcis. Et ça va bien de l'amont de Oudon, donc l'île Neuve, l'île Macrière, jusqu'à l'aval avec l'île Perdue, là, voilà. Même si on sera en rive en face. Voilà. Donc, il y aura du bruit, de l'animation dans la Loire à partir du 15 août, et ce jusqu'à ce que la Loire remonte jusqu'au 15 novembre. Voilà. Et des passages de camions. Et vas-y. Et du coup, pour tous les cailloux qu'ils vont enlever, ils vont les acheminer et tout passera par Oudon pour aller à l'île Verte, côté Ancenis, pour faire le stockage, quoi. Et on peut aussi dire qu'aujourd'hui, ils prennent déjà du retard parce que vu la hauteur de la Loire, ils devaient commencer à préparer. Et là, pour l'instant, ils ne peuvent pas préparer. Sachant qu'ils n'avaient pas fini sur Ancenis. Donc, ils vont commencer par finir Ancenis. Donc, ils savent déjà pas s'ils arriveront à faire tout sur Oudon cette année. Les camions vont passer par le bourg. Tout ce qui est gros sera emmené par barge à Bellevue. Les gros, parce qu'ils en profitent pour les épis, les gros morceaux des épis, ils sont emmenés à Bellevue pour reconstruire le morceau de plus de 3 mètres de diamètre. Ouais. Vont être réutilisés à Bellevue, puisque le troisième secteur, il y avait 3 secteurs, hein, le secteur Annay en amont d'Ancenis, notre secteur, et puis le secteur de Bellevue, où après avoir fait sauter le seuil de Bellevue dans les années, c'était quoi, 70, 80, 80 ouais. Là, l'idée, c'est de remonter ce seuil pour pouvoir remonter le niveau de la Loire à l'étiage. C'est vrai que ce qu'on peut déplorer, mais on n'est que spectateurs, c'est qu'on aurait pu penser qu'ils auraient pu faire du transport fluvial pour acheminer à l'île Verte, quoi. Ça aurait été plus logique. Voilà. Et donc, en matière de délibération ce soir... Ouais, c'était quelque chose donc on a passé en commission et la commission est plutôt favorable à la signature de cette délibération. Donc ça consiste en fait à faire en sorte que Oudon signe une convention avec Citeo. Donc Citeo, c'est un organisme à mission là, donc qui est financé par des taxes sur les emballages, donc par les entreprises. Donc toutes les entreprises qui sont sujets, comme c'est indiqué là, à la responsabilité élargie des producteurs. Et donc, ça concerne en fait, du coup, un financement et une aide technique pour la gestion par les collectivités, donc communes, mais aussi EPCI, pour tout ce qui est déchets, mais déchets d'emballage, petits déchets d'emballage, comme on peut le voir sur la photo du haut. Ça ne concerne pas toutes nos actions qu'on peut mener et tous nos ramassages qu'on peut avoir sur des déchets sauvages, gros volume, quoi, voilà. Et donc, du coup, voilà, au-delà de... Donc, il y aura toute une mise en commun des expériences, et donc c'est ce qu'ils appellent l'accompagnement technique, là. Et puis, donc, il y a un accompagnement financier, donc en fonction de la taille de la commune. Nous, on est donc dans la ligne rose du haut, donc on percevra l'équivalent...
rural, ouais. Ouais. Ligne grosse, donc moins de 5000 habitants. Là. Donc on percevra 0,9 € par habitant. Donc voilà, le calcul est vite fait quand on sait qu'on a à peu près 4000 habitants. Et en contrepartie, hein, la collectivité, évidemment, doit s'engager à faire ces opérations. Alors le terme, c'est nettoiement, ça nous a surpris en commission, mais voilà, c'est le terme officiel. Et également, donc, toute une action aussi de pédagogie et de sensibilisation pour la réduction des déchets, ou en tout cas le bon recyclage des déchets. Et puis chaque année, il y aura un questionnaire bilan à partager, donc avec l'ensemble des autres signataires. Comment on explique la différence aussi importante entre moins de 5000 habitants 0,9 et plus de 5000 3,2? Alors ça, et comment on peut expliquer que nous on est classé en rural et qu'Ancenis soit classé en touristique? Mais ça, c'est la préfecture qui a classé les communes et nous on a été classé en rural. Ancenis sur la Compass, c'est la seule qui a été classée en touristique. On peut penser que des communes comme Nantes, etc., accueillent en journée des Oudonnais, des étudiants, des machins, et donc ont peut-être plus de déchets à gérer qu'une commune rurale. Mais effectivement, la différence est quand même très grande. Ouais, mais il faudrait qu'ils viennent au plan d'eau, il dirait. Donc voilà, il vous est proposé, donc comme c'est indiqué, d'approuver la convention de lutte contre les déchets abandonnés diffus avec Citeo et d'autoriser Monsieur le maire à signer par voie dématérialisée la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec Citeo, permettant à la commune de percevoir un accompagnement financier fourni par la société agréée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, qui s'abstient pour cette délibération? Qui est contre? Donc, vote à l'unanimité. Merci. Merci Bertrand. Céline? Alors, on va commencer par, très brièvement, mais j'y fais simplement référence, les deux comptes rendus qui ont été transmis à l'appui de la convocation du conseil municipal, à savoir la commission enfance, éducation, affaires scolaires du 6 juin dernier et le comité consultatif pause méridienne du 26 juin dernier. L'ensemble des points ont fait l'objet donc de travail et d'échanges en commission, les points qui vous sont proposés ce soir. Et à titre complémentaire, la tarification a été également présentée en comité consultatif pause méridienne avec toutes les réserves d'usage puisque le taux est évidemment décidé ce soir. Alors, la première délibération qui vous est soumise est bien évidemment un peu d'actualité, mais à l'heure de la sortie scolaire, on prépare déjà la rentrée. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait mis en place une tarification extrêmement individualisée, basée sur le taux d'effort, à savoir le quotient familial des familles, afin d'avoir une tarification véritablement au plus juste et au plus précis des revenus et des besoins et des revenus des familles. Donc, le taux d'effort, il s'agit d'un coefficient multiplicateur appliqué au quotient familial de chaque famille. Donc, comme vous le voyez, ça c'est du coup le coût du repas et son évolution, c'est ça? Alors, la ligne du haut, c'est le coût du repas. Oui. Le repas, il revient à 8,67 € de mémoire, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et puis en bleu, c'est la tarification en fonction du quotient familial. Donc ce qui avait été décidé, c'est, comme tu dis, la multiplication avec un seuil minimum à 450. Et 450, c'est ça qui explique la petite marche, parce que 450 multiplié par le coefficient, ça fait plus de 1 €. Ça fait 1 € quelque chose. Et c'est cette petite marche qu'on a. Si on voulait vraiment que ce soit totalement linéaire, il faudrait commencer à 307. Voilà. Et ensuite, c'est linéaire jusqu'à un tarif plafond qui est à 6 €. Donc, on avait effectivement décidé d'appliquer 6,15 € pour la nouvelle tarification. Ouais, pour la nouvelle tarification. On avait décidé effectivement d'appliquer un quotient plancher, à savoir un repas à 1 €, puisqu'on était volontariste dans cette politique pour permettre aux familles aux revenus les plus serrés de les aider au maximum, et d'appliquer un tarif plafond à 6 € en 2023,
qu'on vous propose donc de passer à 6,15 € pour toutes les familles dont le quotient familial est supérieur à 2 000. Voilà, le prix minimum étant appliqué à toutes les familles dont le quotient familial est inférieur à 450. Alors, en commission, les différentes évolutions des dépenses constatées donc depuis 2018, donc vous le voyez, hein, la plus grosse charge, c'est comme pour toutes les autres dépenses communales, enfin toutes les grandes fonctions communales, c'est bien évidemment le personnel. Ensuite, les charges diverses, eh bien, ce sont les fluides en général. Et l'alimentation représente également un poste important qui a bien évidemment pas mal évolué en 2023 avec l'inflation. L'évolution des recettes également, alors des évolutions qui se croisent en termes de recettes, puisque les contributions des familles et la participation de la mairie se sont interchangées en 2018 pour aboutir en 2023 à une participation de la municipalité qui est désormais bien supérieure. Et ça constitue une recette autour de 250 000 €. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Tu peux mettre quand même juste l'évolution des dépenses. Voilà. On voit que ce qui a le plus augmenté, c'est l'alimentation. Entre 2018 et 2023, que les charges du personnel, malgré nos créations de postes successives, elles ne bougent pas. Voilà, donc, mais c'est surtout l'alimentation qui a vraiment augmenté au niveau en pourcentage en tout cas. Par rapport, le prix du beurre, par exemple, avait eu une augmentation de 100%. Enfin, c'était assez significatif et assez éclairant. Le coût de la pause méridienne, il y avait une question? Oui. Ouais. Je crois que ce serait bien de rappeler le coût d'un repas. Parce que le coût d'un repas pour les familles ou pour la collectivité? Oui, le coût de fabrication d'un repas, parce que pour le tarif plafond, montrer qu'on est quand même bien en dessous d'un coût réel de repas. C'est ce que je disais au départ, c'est la ligne rouge là. La ligne rouge qu'on voit, le 8,67. C'est-à-dire que même quand on est au plafond, les parents ne payent qu'un peu plus de 2 tiers. Parce que voilà, 2 tiers, 6 fois 2 tiers, ça fait un peu plus. Donc on a un peu plus de 2 tiers. Donc il y a quand même un tiers qui revient à la collectivité. Donc tous les Oudonnais participent au repas, au restaurant scolaire des enfants. Alors effectivement, pour tous les quotients. Oui, tous les quotients. Le montant hors investissement, et c'est important, est de 8,67 € et il est de 8,94 € dès lors où on rajoute l'investissement en dehors de l'amortissement du bâtiment. Voilà. Donc, comme je l'expliquais, on vous propose pour l'année scolaire à venir, et donc ça a fait l'objet d'échanges et de simulations au sein de la commission avec des ajustements pour être aussi juste à la fois pour les familles, mais aussi en parallèle être juste pour les ressources de la collectivité, sachant qu'on était parti déjà en 2023 d'un benchmark qu'avait fait Sandrine pour voir quels étaient les tarifs pratiqués sur les autres communes de la Compa, pour éviter d'avoir une tarification qui soit un peu hors sol. Donc, on vous propose de maintenir le tarif plancher à 1 €. On vous propose, par le jeu de l'évolution du coefficient multiplicateur, de passer le montant plafond à 6,15 € contre 6 € en 2023, de maintenir le seuil de quotient familial minimum à 450 et de maintenir le quotient familial maximal à 2000. Donc, pour la simulation, on a fait le quotient familial médian. Ça représente donc 1300. Hein, c'est au vu des nombres de repas facturés au réel. Hein. Donc là, on a une année d'expérience. Donc on est en capacité de déterminer ce prix médian, ce qu'on n'était pas en capacité de faire l'année précédente. On a fait un peu au doigt mouillé l'an dernier. Là, on est au réel véritablement. On se retrouve avec un coût de repas pour une famille avec un quotient familial à 1300, à 4 € le repas contre 3,90 € en 2023. Ce sont les propositions que nous vous faisons, que nous vous soumettons ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous propose de passer à la délibération. Alors, je rajoute également, et je ne l'ai pas précisé,
les hors communes, effectivement. On a décidé également, on a observé qu'il n'y avait pas de tarification appliquée aux enfants habitant hors commune. On a regardé là aussi ce qui se pratiquait dans les autres collectivités et il s'est avéré qu'en fonction d'eux, certains appliquent soit le tarif plafond, soit une majoration de 10%. On a décidé en commission d'appliquer en fait le tarif plafond. Ça fait partie des propositions qui vous sont soumises à délibération ce soir. Il est donc proposé au conseil municipal, donc au vu des différents éléments que je vous ai présentés, d'approuver les tarifs tels que proposés ci-dessous. Et c'est tout. Ci-dessus. Enfin, si avant, si... Alors, pour ces nouveaux tarifs, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Décision adoptée à l'unanimité. On poursuit dans la même veine au vu de l'actualisation de la tarification des repas du restaurant scolaire avec une évolution du règlement et notamment la mise à jour et l'introduction de ce tarif plafond qui n'existait pas. Et puis des toutes petites évolutions à la marge, notamment dans le cadre du portail famille. D'ailleurs, j'en profite pour glisser une information. Peut-être avez-vous été interpellé par des familles qui s'inquiètent de ne pas avoir reçu d'informations quant à la nouvelle campagne d'inscription ou au renouvellement des inscriptions pour la rentrée prochaine. Alors, pas de panique. Il y a un message qui va partir. On a une obligation de clôturer l'exercice et ce n'était pas possible jusqu'alors. On a des petites difficultés avec notre opérateur. Donc, il faut d'ores et déjà commencer par clôturer l'exercice. Ensuite, une campagne d'information va être envoyée aux familles pour leur préciser, alors que toutes celles qui disposent déjà d'un profil n'auront rien à faire, c'est-à-dire que c'est là aussi l'avantage de disposer d'un élément numérique. Il n'y a pas le fameux dossier qu'on avait tous horreur de remplir 4 fois. Donc ça, il n'y a plus. Et puis c'est toujours possible de créer, de réserver ces repas jusqu'au dernier moment. Donc pas de panique, les familles vont être informées. Si ce n'est la semaine prochaine, ça sera la semaine suivante. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver le nouveau règlement intérieur. Donc, je ne reviens pas sur ce que je disais. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur qui entrera en application donc, à la prochaine rentrée, au 1er septembre 2024. Sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Un autre règlement intérieur à vous soumettre également. On est toujours dans une phase d'actualisation, celui des TAP. Il n'y a pas de changement majeur. Hein. Alors, pour cette délibération, si vous n'avez pas de questions, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Je poursuis avec la mise en place de pénalités de retard dans le cadre de l'accueil gratuit proposé le midi à l'école Jules Verne. Donc, souvenez-vous, on avait mis en place ce service qui rend bien évidemment beaucoup de services aux familles qui ne peuvent pas être à l'école à midi pétante pour récupérer leurs enfants. De fait, cette garderie était gratuite jusqu'alors. Ce qui a été constaté, ce sont bien évidemment des abus. Et il y a eu des agents municipaux qui ont dû rester en place pendant bien plus que 12h30. Donc, il a été décidé, et ça a été présenté et ça a été validé par la commission, il a été décidé de procéder désormais à une demande d'inscription sur le portail famille pour à la fois pouvoir aussi avoir une visibilité sur les besoins et mettre en parallèle les effectifs à disposition pour l'encadrement et d'instaurer une pénalité de retard. Alors, le montant est conséquent, c'est de 10 €. Alors, évidemment, la pénalité de retard sera appliquée avec la mensuétude qui s'applique, hein, enfin, qui sera nécessaire si jamais il y a un accident sur la voie ferrée. Enfin, on sait tous les cas de force majeure qui peuvent arriver. Pourquoi 10 €? En fait, ce qu'on a observé aussi, et dans un souci d'harmonisation des pénalités, parce que voilà, on n'a pas 36. C'était dans le cadre des pratiques partagées aussi. Les touche-à-tout mettent en place des pénalités de retard également et appliqueront désormais ce montant de 10 €
forfaitaire de retard. On a décidé de proposer de s'aligner sur ce montant et la commission a validé le concept. Voilà. Oui. Sur le fait que ça soit pas marqué, voilà, que ce soit un cas de force majeure, on pourra quand même l'enlever. Ça pose pas mais de bien problème. sûr. Non, mais voilà, je veux rassurer s'il y a des familles qui nous écoutent. Évidemment, enfin, ça sera au cas par cas, véritablement. On n'est pas. L'objectif. C'est marqué comme ça. Non, l'objectif, c'est bien évidemment limiter les abus, parce qu'il y en a. Et puis nous. Pardon, non, ce qui avait été dit dans la commission, c'était vraiment que c'était des familles à qui c'était plus que régulier. Parce Voilà, qu'il y a des familles qui sont c'est des systématiquement en travers retard. comme on a constaté. Et il y a un moment, il faut aussi respecter le personnel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Eh ben, je vous propose d'appliquer les tarifs de pénalité tels qu'ils vous ont été proposés. Donc, pour cette délibération, qui s'abstient? Une abstention? Qui est contre? Je vous remercie. Et enfin, je vous propose de vous présenter une convention de mise à disposition dans le cadre de la mutualisation des locaux autour du globe et le paddock, c'est-à-dire la partie réservée aux enfants des touche-à-tout entre 11 et 15 ans. Ça a fait l'objet, bien évidemment, d'une rencontre et d'un échange entre les deux représentants des associations afin de pouvoir harmoniser les besoins, parce qu'effectivement, le paddock est victime de son succès, et c'est tant mieux, parce que c'est une partie de la jeunesse qu'on a aussi du mal à capter. Et là, en l'occurrence, le paddock fonctionne très, très bien. Donc, le paddock accueille les enfants, donc je le disais, de 11 à 15 ans, les mercredis et pendant les vacances, de 12h à 18h. Il y a des activités qui sont proposées. Eux, les enfants seront aussi force de proposition dans les activités. Bref, ça marche extrêmement bien. Jusqu'alors, ils avaient la possibilité d'utiliser les locaux sur les mercredis pendant les vacances scolaires. Et bien là, la demande qui était exprimée par le paddock et donc par les touche-à-tout, c'est de pouvoir bénéficier de chaque mercredi et de chaque vacances en dehors des week-ends. Ça a fait l'objet d'un accord. Les deux parties se sont entendues, et donc il est proposé d'instaurer une convention, donc tripartite, la mairie, puisque les locaux appartiennent à la mairie, les deux associations, pour pouvoir bénéficier de la mutualisation de ces espaces. Un planning sera bien évidemment établi au préalable entre les deux structures pour évidemment éviter qu'elles se marchent dessus. Voilà, tout cela sera mis en place à partir de la rentrée prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Juste en remarque, hein, c'est une nouvelle convention. Il y a déjà une convention. Oui. C'est une convention avec un calendrier différent par rapport à l'ancienne. Oui, c'est ça. Très bien, je vous propose donc d'approuver la convention de mise à disposition gratuite, bien évidemment, des locaux municipaux au profit de l'association des touche-à-tout et autour du globe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux ainsi que les pièces afférentes. Pour cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc voirie, juste, il y a la commission, et par rapport à la délibération, on va annuler cette délibération. On l'ajourne parce que sur les travaux, la commission, si vous avez eu le compte rendu de la commission, s'était mis sur les travaux d'effacement, tout le monde n'était pas d'accord. Et on veut savoir si on prend la délibération, on est obligé de le faire. Il y avait possibilité d'avoir des travaux plus importants de voirie. De toute façon, c'est pour 2025, et donc on pourra la repasser plus tard si on est OK pour refaire ces effacements de réseau ou non. Marion? Oui, c'est vrai que quand on a vu cette délibération, on se disait est-ce que ce serait pas l'occasion de refaire quelque chose pour cette rue là qui mène à l'école publique là, qui est hyper dangereux au niveau de l'accès. Donc s'il y a enterrement des réseaux, ça veut dire qu'il y a vraiment des travaux de voirie importants. Enfin, je sais pas comment vous l'aviez envisagé, mais il y a un petit enjeu de sécurisation, je pense, sur cette rue. Du coup, si tu veux, c'est que là, du coup, on a été sollicité pour faire l'enfouissement des réseaux, puisque
TE44 doit enfouir certains réseaux, et du coup on se demandait si on devait enfouir tous les réseaux, sauf qu'il faut qu'on y contribue. Et comme tu le dis, le fait, si on passe cette délib ce soir, aujourd'hui on ne sait pas si on s'engage à le faire automatiquement, sachant qu'on estime qu'on n'a pas travaillé assez sur tout ce qui est sécurisation et autres. Et donc voilà, on préfère retravailler en commission, avoir tous les éléments et la repasser en octobre s'il faut la repasser. Et juste pour la sécurisation qui est importante sur cette rue, c'est de toute façon c'est une départementale, donc c'est avec le département qu'il faudra travailler en fonction de ces. Ils peuvent refuser certains aménagements. Après, il y a les trottoirs qui mènent aux accès aux écoles. Ça, c'est de la compétence mairie ou c'est aussi le département? C'est mairie. Après, ça dépend où on met la bordure. Ouais. Où on met la bordure, c'est le département, et ce qu'il y a sur la bordure, après la bordure, c'est nous. Donc réfléchir à la bordure et peut-être aussi, du coup, avec les usagers nombreux sur cette rue. Donc on ajourne, on pourra la repasser en octobre au prochain conseil. Donc développement économique local, Anthony. Donc du coup ça c'est pour le tabac, le kebab. Du coup il y a un changement de locataire, et du fait qu'il y a un changement de locataire, on est obligé de passer la délibération par laquelle on a bien été averti qu'il y avait un changement de locataire. Donc on est où là? Moi je vais marquer. Il est proposé au conseil municipal. Enfin, vous avez peut-être des questions. Changement de locataire, mais pas changement d'activité. C'est juste un changement de nom du locataire. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Pour l'instant, c'est ça, ouais. C'est ça qu'il faut s'assurer aussi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, le bail aujourd'hui, le bail reste en l'état. Donc, il est proposé au conseil municipal. Attends, faut que je lise tout là. D'agréer la cession par acte sous seing privé et d'accepter Madame Gurbette Ilmamazada, successeur dans le fonds cédé, comme locataire à compter du jour de la cession. Accepter la signification de l'acte de cession par courrier recommandé avec accusé de réception. Autoriser Monsieur le maire à donner pouvoir de représentation de la commune au cabinet d'avocats TGS France Avocat pour la signature de l'acte de cession du fonds. Donner délégation à Monsieur le maire pour signer tout acte afférent à ce transfert de fonds de commerce. Je prends des lunettes. Pour cette délibération, qui s'abstient, qui est contre, merci, unanimité. Merci Anthony. Nelly, compte rendu. Alors, vous avez reçu le compte rendu de la commission tourisme qui portait sur 2 sujets, un projet de box touristique pour laquelle la commission a été sollicitée, et également un travail qui a été mené pour le marché de Noël 2025, où il s'agira des 20 ans du marché. Voilà. Avez-vous des questions sur ce compte rendu? Non. Je vous remercie. Annie, c'est toi qui présente pour Noël. Oui, alors je vais commencer par le conseil municipal jeune, alors pour lequel ils avaient organisé dans le cadre de la semaine de l'environnement un ramassage des déchets sur la commune. Alors on est allé du côté du plan d'eau, on est allé du côté des écoles et on est allé également du côté du port jusqu'à la route de Ferry. Il y avait différentes équipes. Les enfants ont ramassé plus de 50 kilos de déchets. Ils ont été très surpris par le nombre de mégots, de bouteilles qu'on a pu trouver aux alentours de la gare, des différents cafés, des différents parkings, que ce soit le parking de la gare, le parking du port, la vallée, le plan d'eau, les mégots. Il y en a partout sur la commune. Je pense que c'est un vrai souci pour eux. Les enfants sont très attachés à la préservation de notre milieu naturel et c'est un sujet très sensible pour eux. Où ils ont été déçus, c'est par le peu de participation des Oudonnais. Il y avait très peu de familles, je crois qu'il n'y avait pas plus de 3-4 familles qui ont participé à cette matinée, mais pour eux, c'était quand même positif puisqu'ils ont participé, ils ont agi pour le bien-être de notre commune.
Alors, pour l'avenir, ils préparent leur fin de mandat. Lors de notre dernière séance, ils ont été invités par Séverine, qui fait partie de la commission communication, à faire un petit bilan de leur mandat, puisqu'on arrive en fin de mandat et ils vont présenter tous les projets qu'ils ont réalisés. Ils vont présenter ces projets aux nouveaux candidats, puisque à partir de septembre, les écoles vont commencer à préparer les nouvelles élections qui auront lieu au mois de décembre. Voilà, ce sera une date qui vous sera de nouveau rappelée à la rentrée prochaine. Ils ont également préparé la finalisation de leur projet, puisqu'il y a encore des équipements sportifs à installer sur la commune. Alors peut-être au plan d'eau, peut-être ailleurs, ils y réfléchissent. Ils ont également décidé de renouveler la journée Village Halloween, qui a été très bien, pour lequel ils ont beaucoup travaillé l'an dernier et qui a été très apprécié au niveau de la commune, puisque je vous rappelle qu'ils avaient collecté des fonds pour l'association pour l'ICO. Et ils ont vraiment envie, avant la fin de leur mandat, de renouveler cette journée. Voilà. Et puis, on va également, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, ils préparent les nouvelles élections pour le 13 décembre. Annie, toujours pour. Alors c'est pas la bonne date, il y a une erreur sur la date, mais peu importe. Vas-y, quoi. Oui. Jeunesse, sport, loisirs. Jeunesse, sport, loisirs. Alors, au niveau de cette commission, on a participé à la semaine olympique et paralympique. Alors, qu'il ne faut pas confondre avec les Jeux olympiques qui ont lieu cette année. Cette semaine, elle est organisée tous les ans. Et c'est la deuxième année, je crois, que Philippe participe à cette organisation. Alors, ils ont une semaine très chargée, puisqu'il y a des événements quasiment tous les jours. Cette année, la particularité, c'est qu'on a invité les différentes associations sportives de la commune à y participer, et ça s'est très bien passé. Le foot, le judo, la gymnastique, le yoga, enfin tout le monde a essayé d'ouvrir ses portes ou de participer d'une façon ou d'une autre, et ça a été très apprécié de nos jeunes citoyens. Philippe a également travaillé de façon à faire des rencontres intergénérationnelles qui ont été appréciées au titre du sport senior. Voilà, ils ont pu travailler avec les enfants. On a fait également intervenir, on leur a fait découvrir l'handisport. Ils ont eu la chance de pouvoir en rencontrer une paracycliste, Marion Pommier, qui est intervenue, ainsi qu'un cycliste pro, Damien Gaudin. Ils ont également apprécié ces interventions, et ils ont été ça leur a permis de pouvoir mesurer le handicap au niveau du sport. C'est un sujet qui les intéresse beaucoup, et ils y sont très sensibles. Philippe a également, avec la commission, voulu sensibiliser les enfants de la tranche d'âge 14-15 ans. Alors, il y avait les enfants, ont été invités également les parents et puis les dirigeants de différents clubs au niveau des violences sexuelles dans le sport. Avec l'intermédiaire de l'association Colosse au pied d'argile, ils ont sensibilisé les enfants à ce sujet. Il y a eu un débat aussi d'organiser en fin de soirée, mais bon, il y a eu très peu de participants. Alors, on va retravailler pour voir sous quelle forme le sujet doit être amené, soit par le biais des écoles, soit plus au niveau sportif. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose dont il faut parler. Au niveau du bilan sport dans les écoles, alors toujours avec la complicité de Philippe, qui est là depuis 2 ans, il intervient sur les 2 écoles, ça se passe bien.
Il leur fait découvrir différents sports, des sports connus, des moins connus, des sports émergents, qui sont très peu connus, et tout le monde trouve ça très intéressant. Ce sera reconduit pour la saison prochaine. Il intervient environ 12 heures par semaine. Ces interventions, voilà, seront maintenues pour la saison prochaine. Et ce qu'on souhaite faire aussi au niveau de la commission, on a travaillé sur le bouger, puisqu'on a mis en place différents temps pour que les enfants puissent faire du sport. On a, alors il y avait le bouger, excusez-moi. Je ne sais plus. Si, savoir bouger, savoir nager, ça a été mis en place dès l'été dernier, puisqu'on a mis en place des séances de natation au plan d'eau. Et la saison prochaine, on va probablement travailler sur le savoir rouler, de façon à ce que les enfants puissent se déplacer sur la commune ou ailleurs en toute sécurité. On espère avoir l'appui d'un stagiaire BPJEP de façon à soulager Philippe, qui doit également intervenir dans différents domaines, notamment les chantiers jeunes, enfin le CMJ, tout ça lui prend beaucoup de temps. D'ailleurs, il vous attend demain au plan d'eau, puisque c'est une date qu'il faut retenir, le 6 juillet. Il va inciter les gens à la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions concernant cette commission et les comptes rendus qui vous ont été remis? Non? Non, tu as été très complète. Ok. Et dernier compte rendu, solidarité. Donc voilà, donc dernière commission solidarité, donc pas mal de choses sur le repas des aînés. Donc un bilan du repas des aînés, le prochain repas qui est prévu le 29 mars 2025, un goûter à l'EHPAD le samedi 5 octobre 2024, les colis à l'EHPAD le 13 décembre après-midi 2024, et puis le prochain café village qui aura lieu à la Gautret, mais qui concerne les villages de Gautret, Clomaria, enfin toute la partie, tous ces lotissements-là, et la Ricarderie. Et la Ricarderie. Tout à fait. Jardin du Haut aussi, ouais. Quand je dis Gautret, Jardin du Haut. Le 28 septembre. Donc voilà un petit peu sur cette commission solidarité. Est-ce que vous avez des questions sur les autres sujets? Donc si on continue, donc voilà les décisions du maire depuis le dernier conseil. Très peu des DIA, très peu de, voilà, surtout des DIA. Donc renonciation au droit de préemption, pas plus que ça. Interco, est-ce que vous avez des choses? Alors, voilà, on a remis, mais s'il y a quelque chose de particulier en Interco, non? En ce qui concerne l'animation solidarité, on a travaillé, en fait, on a une commission spécifique pour travailler sur Arpo Max, donc le festival qui aura lieu en 2025. Sivom, par contre, c'est pas noté, mais Franck, Sivom, le serpent de mer. Le serpent de mer. Donc j'ai une très bonne nouvelle. Mercredi prochain, conseil syndical pour la dissolution du Sivom. Voilà. Donc normalement, on devrait tous être d'accord. Voilà. Franck, excuse-moi. Alors quelle solution pour Arpège? Alors Arpège, il y a une solution qui a été trouvée avec la Compa. Donc il y a un travail qui est bien commencé avec la Compa, qui fera qui va faire une quote-part avec toutes les communes du pays d'Anceny. Voilà, donc il y aura une information quand tout cela sera terminé au niveau de la Compa, mais les enfants les enseignants et puis surtout les personnes qui sont à Arpège vont continuer à avoir leur enseignement à Arpège, et ce sera une sollicitation des communes, mais avec
un calcul qui va être décidé par la Compa. Voilà. En gros, la Compa va verser un montant qui est à définir par habitant. Nous, ça changera quasiment rien, parce que même ça nous baissera sans doute notre cotisation, parce qu'on était largement au-dessus des communes du nord de la Compa. Et ce montant qui est alloué aux associations, parce qu'il n'y a pas qu'Arpège, il y a 3 autres associations sur le territoire, ce sera déduit de l'attribution de compensation. Donc, l'attribution de compensation, c'est ce qui est versé par la Compa aux communes. Ce sera déduit de ça, mais ça ne passera pas par les conseils municipaux. La crainte de certaines communes, c'est que ça passe pas au niveau du conseil, et donc qui ne peuvent pas aider les associations de musique. Xavier ? Il y avait des subventions aussi du département, parce que le département est en train de baisser ses subventions moi, sur l'école de musique sur la commune où je travaille de 8%, donc entre 8 à 10%. Donc est-ce que déjà il y a eu aussi des informations transmises sur des baisses de dotation du département envers Arpège? Arpège, il n'y avait pas de subvention du département. Il n'y en avait pas là. Ils ont été obligés, il y a une quinzaine d'années, le département a obligé la création d'un poste de directeur. Et ce poste de directeur, il y a une dizaine d'années, était financé à 80%. Sauf que maintenant, il est financé à 0%. Il y a toujours le poste de directeur. Donc, ce qui a entraîné, ce qui fait que Arpège est l'association où il y a le plus de montant par enfant, le plus important par rapport aux communes du Nord, qui fonctionne sur le bénévolat. Voilà. Mais il n'y a pas de subvention au département, donc il n'y aura pas de baisse. Pour terminer, voilà, donc il n'y a pas d'information, j'ai pas d'information. Voilà, l'agenda. Donc l'agenda, donc demain, ce qui a été dit tout à l'heure, sensibilisation aux gestes qui sauvent au plan d'eau du Chêne. Donc si vous passez voir Philippe ou voir les associations qui seront présentes, ça fera c'est toujours positif. Dimanche, vous savez qu'il y a le 2e tour des législatives, voilà, donc complexe Jean Matelier. Je demande juste, j'aimerais qu'on soit strict sur les horaires pour pas qu'il y ait de décalage. Les gens qui terminent à 13h, ils aiment bien terminer à 13h, on est à 8h. Donc essayez d'être rigoureux sur les horaires pour que ça se passe le mieux possible entre tout le monde. Le 14 juillet, donc le matin, le défilé, l'après-midi, la guinguette, et puis le symposium, et je m'arrêterai là, le symposium du 4 au 18 août au Port d'Oudon. Et dans cette période-là, il y a aussi, ça n'a pas été noté, mais il y a Rail de France, Loire-Océan, qui va passer encore le 6, donc qui va passer une matinée sur la commune. Voilà. Et la fête des simples, si on rend jusqu'au prochain conseil, il y a la fête des simples aussi de 20-22 septembre. Fête des simples, terrain de la Vallée, mais c'est pas que le terrain de la Vallée, c'est fête des simples à Oudon. Voilà. Il y a aussi le vernissage pour la 2e série des artistes à la gare. Oui, le 11, c'est pas le 11 c'est le 11, hein. Oui, le 11. C'est le jeudi. Oui, après, c'est envoyé, mais ça n'a pas été mis dans le... 11 juillet. Merci à tous. 1 heure de conseil, c'est la première fois. Hein. Oui. Il y a un parrainage demain matin, donc si vous pouvez donner un coup de main à préparer la salle et à arranger tout ça pour que ce soit plus